Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler de voyager en Chine en mode sac à dos. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Claudia et Michael qui voyagent, donc qui nous viennent du Canada, de Montréal, et qui voyagent en Chine en mode sac à dos. Ils sont là depuis un peu plus de 2 semaines, c'est bien ça ? Et donc ils vont faire un périple du Yunnan jusqu'à Pékin avant d'aller à Taïwan. Alors est-ce que vous pourriez bien rapidement vous présenter un petit peu pour que les personnes qui regardent comme ça aujourd'hui pour cet épisode spécial, le 100e donc des LCCCV, ils voient un petit peu comment ça se passe quand on veut aller voyager comme ça en Chine en mode sac à dos. Bonjour à tous, donc moi c'est Michael, je suis enseignant dans les écoles, dans les lycées de la ville de Montréal. Je suis passionné de l'Asie depuis quelques années, donc moi et Claudia, on a entamé un voyage en Chine sac à dos, donc content de vous rencontrer aussi. Bonjour, donc moi j'ai une petite base en humanitaire, en psychologie aussi, là, de mes études dans le passé, et en ce moment je suis un peu en pause, donc je compte retourner aux études en histoire, donc c'est vraiment ce qu'on fait à Montréal, ce que je fais à Montréal en ce moment. Alors comment ça vous est venu cette idée de voyager en Asie? Parce que toi Claudia, c'est la première fois en Asie, c'est bien ça? Et alors toi, c'est la 3e fois en Asie, mais la première fois en Chine. Oui, c'est bien ça. Exactement. Alors comment est-ce que ça t'est venu un petit peu cette idée de voyager en Asie comme ça par période de plusieurs mois par an de temps en temps? En fait, la première expérience sac à dos remonte environ à, je dirais, dans le temps que j'étais au Cégep à Montréal, c'est le stade pré-université. Donc j'ai voyagé sac à dos en Europe pour la première fois, 3 semaines. Ça a été le moment où j'ai eu la piqûre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai entamé ma première expérience en Thaïlande, Laos, Vietnam, pour une durée de 2 mois, parce que j'ai réalisé que l'Asie offrait des opportunités de voyage beaucoup moins chères, surtout l'Asie du Sud-Est, que beaucoup d'autres voyages, comme l'Europe ou des choses comme ça. Donc première fois en 2010, Thaïlande, Laos, Vietnam, ça a été le coup de cœur. Donc 2 ans plus tard, je suis reparti encore en Thaïlande, un voyage beaucoup plus culturel, sans amis. Je suis parti seul, sac à dos. Puis là, depuis ces années-là, ça m'a transformé vraiment. Puis j'ai décidé de partir en Chine. J'ai tranquillement construit ce projet-là, sac à dos, encore sur la base qu'on peut partir très longtemps pour pas cher. Donc ça a été initialement le moteur de mon départ. Donc c'est environ, c'est ça. Ok, dans le fond, à la base, on devait venir enseigner ici. En Chine, l'anglais, on a fait une certification là de quelques semaines pour enseigner l'anglais peu importe où dans le monde. Par contre, les contrats d'enseignement étaient souvent de 6 mois, 1 an. Finalement, on s'est dit qu'on allait simplement venir voyager avec un sac à dos. Donc, pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est vraiment la façon qu'on a décidé de venir. Et moi, j'avais aussi un peu cette curiosité parce que l'Asie, c'était le seul continent que j'avais jamais vu. C'est sûr que la Chine, moi qui veux étudier en histoire, j'ai vraiment une grande curiosité pour toute l'histoire, la culture chinoise, donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de venir ici, là, principalement. Et alors, quand vous arrivez comme ça au Thaïlande, Cambodge, Chine, on a un problème, c'est la barrière de la langue. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir à la base, donc en arrivant cette fois-ci en Thaïlande puis en Chine, ou même d'ailleurs avant dans tes anciens voyages, parce que maintenant tu parles un petit peu chinois. Comment est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu en es venu, comment est-ce que vous en êtes venu à l'apprentissage du chinois? C'est évident que initialement, je crois qu'on se plante un peu tous dans les premiers voyages, c'est sûr et certain. Comment on se débrouille, je pense que le meilleur exemple, c'est sur le tas, comme on peut dire. On apprend à parler les expressions locales. Ça peut être soit avec un petit livre, dans mon cas, pour l'histoire de la Thaïlande, ça a été ça. J'ai appris beaucoup sur le tas, surtout à mon second voyage, quand j'ai vécu plus des expériences culturelles et locales. J'ai pu apprendre des expressions typiques à la dami, des choses comme ça. Pour ce qui est du chinois, je crois que ça a été plus crucial de se préparer à l'avance. Puis l'immersion constitue vraiment le moteur premier de l'apprentissage d'une langue, parce qu'on peut pas nécessairement se débrouiller, je pense, sans avoir une petite base, aussi petite qu'elle soit. En Chine, c'est très difficile, surtout dans les endroits où on parle pas anglais. Donc, c'est ça.
Je dirais similairement la même chose. Je crois que pour en Thaïlande, ça a été beaucoup plus facile parce que bon, on connaissait quelques mots qui ont pu nous sauver la vie, mais également l'anglais est vraiment plus présent. Pour venir ici, bon, étant donné qu'on devait venir enseigner, on avait pris des cours pour bon pouvoir parler un petit peu là, pouvoir se débrouiller. Donc ça nous a vraiment aidé, que ça soit pour l'orientation ou pour manger tout simplement. Là, c'est vraiment un bon coup de pouce de parler au moins quelques mots. Mais c'est ça, idéalement, là, c'est vraiment d'avoir une bonne base parce que dans certaines régions, bon, il y a zéro anglais ou des dialectes. Donc, il faut vraiment être préparé, je crois. Ouais. C'est vrai qu'ici, à Guyang notamment, on trouve pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Même pas les chauffeurs de taxi. À Shanghai, on peut en trouver, par exemple, des chauffeurs de taxi qui parlent anglais, qui ont l'habitude de tout ça. Ici, si tu veux trouver des gens qui parlent anglais, il faut vraiment soit autour des universités, soit dans les grands hôtels, dans les palaces, où on n'a pas forcément d'ailleurs le budget. Et c'est pas forcément facile. Alors, tu parlais donc de se préparer, au chinois, en immersion à la maison d'abord, donc au Canada pour vous. Et ensuite, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ici, quand vous êtes vraiment rentré dans le concret, dans le vif du truc, quand vous êtes arrivé par le Yunnan par exemple, ou d'ailleurs on a aussi les dialectes du Yunnan, surtout à la campagne. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à survivre un petit peu, comme tu le disais, il faut qu'on ait quelques mots pour réussir à se débrouiller. Est-ce que ça a suffi? Dis-moi un petit peu comment ça s'est passé sur le plan de la débrouille, on va dire. Comment ça s'est passé? Je dirais honnêtement très bien. Je crois que ce serait faux de dire qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais notre base à Montréal, on a suivi 2 cours de chinois, le niveau 1 et le niveau 2, pendant quelques mois, 2 mois environ. Je dirais que les notions qu'on a étudiées nous ont vraiment permis de nous sortir de nos problèmes. En fait, comment ça s'est passé? Moi, je dirais que c'était très très bien, là. Comment on a permis, il y a eu un choc des réalités, là, comme tu parlais tantôt, en fait, tous les dialectes, les choses comme ça. Donc, mais je pense que rapidement, le fait de reconnaître les caractères, d'écrire cette base-là, nous a vraiment permis de nous sortir de plusieurs situations. Même avec le choc des accents, on était surpris de voir à quel point on avait été des bons élèves. Puis, mais tu sais, la base, c'est ça, d'où tu viens, comment prendre une direction, savoir reconnaître quand quelqu'un te répond, si tu veux acheter un billet de train, des choses comme ça. Donc rapidement, au début, c'est difficile, mais je pense qu'on a cheminé beaucoup depuis. On a appris énormément. On révise sur le terrain nos notions qui se réactivent, puis qu'on assimile tranquillement pas vite. Si tu es d'accord. Ouais. Petite anecdote aussi, quand on est arrivé à l'aéroport à Kunming dans le Yunnan, on était vraiment émerveillés. On pensait qu'on parlait parfaitement le mandarin parce que bon, on a réussi à changer un peu d'argent, à avoir de quoi manger, à savoir comment se rendre à notre auberge. Donc là, on pensait qu'on était bien préparés. Finalement, le jour suivant, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une toute petite base qui était pas suffisante. Mais quand même, oui, ça nous aide beaucoup. Le non-verbal aussi, évidemment, nous aide beaucoup quand on demande des directions. Des fois, les gens parlent vite, donc on comprend pas tout, mais bon, il suffit de faire des signes, on finit par comprendre. Donc c'est sûr que on a eu cette petite réalité là qui est venue face à nous, qu'on a réalisé qu'on parlait pas assez, qu'on pensait qu'on était meilleur de ce qu'on est, mais quand même, notre base nous a vraiment aidé. Donc vous êtes parti avec une base HSK1, presque HSK2. Ouais. Quelle a été la plus grosse difficulté quand vous êtes arrivé? Parce que vous me parlez un petit peu des caractères du coup, qui vous aident quand vous avez des problèmes à l'écoute, c'est ça? Oui, exactement, pour écrire, pour communiquer. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, détailler juste ce petit point? Tout à fait. Je dirais qu'avant de partir de Montréal, notre maîtrise des caractères était presque nulle, je dirais. Je les ai même pratiqués un petit peu plus en Thaïlande. On parlait des dialectes, de savoir, par exemple, avec nos dictionnaires chinois, par exemple par Pleco, pour faire la promotion. C'est un très bon dictionnaire chinois qui permet de pouvoir écrire à l'avance, par exemple, les demandes on parlait tout à l'heure ensemble de l'utilité pour les billets de train, donc de savoir, par exemple, dire quel mois, quel jour, quelle heure, quel type de train on veut, rechercher dans son dictionnaire, l'écrire. Toujours, moi je dirais en arrière-plan, avoir ça dans sa poche. Quand on communique avec quelqu'un, si on se fait pas comprendre, on peut toujours sortir ça. Donc du coup, t'étudies tes caractères. Puis quand la compréhension ou le dialecte est trop fort ou incompréhensible, c'est toujours possible de communiquer de cette façon-là. Donc à ce moment-là, je pense que c'était le point principal de notre apprentissage des caractères. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est aussi vraiment cette petite base des caractères, juste la reconnaissance des caractères nous a énormément aidé parce que quand on va quelque part, si on voit des caractères qu'on reconnaît, on est capable de mettre deux et deux ensemble, on est capable de savoir similairement. Par exemple, si tu vas dans un restaurant, ben tu sais reconnaître le caractère de nouilles ou des choses comme ça. Bon, on a au moins une idée de de qu'est-ce qu'on va manger ou donc vraiment minimalement de reconnaître certains caractères. Je pense que c'est vraiment essentiel et je pense que ça nous aide beaucoup jusqu'à présent. Ok, alors là vous venez du Yunnan, vous êtes arrivé donc à Kunming, vous le disiez par avion. Maintenant vous êtes arrivé ici à Goyang par train et vous allez remonter donc en train jusqu'à Pékin. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu du voyage, même si c'est que le début du voyage en Chine au final? Est-ce que vous pourriez parler un petit peu du voyage, des destinations que vous allez faire sur la route de Pékin puis Taïwan? Et ensuite aussi parler des difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent dans le voyage et aussi ce que vous avez aimé le plus dans ce concept de voyage sac à dos en Chine en train ou avec beaucoup de marches aussi, tu me disais. Comment ça se passe un petit peu concrètement? Je peux peut-être parler de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis parler de ce qui nous reste à faire, les expériences positives qu'on a vécues. On est arrivé à Kunming, qui était une ville. On est arrivé de l'aéroport, c'était très 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 facile pour nous de se rendre avec notre base de mandarin. Billet de train de l'aéroport jusqu'au centre-ville, billet d'autobus de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Kunming. Ça a été très facile pour nous. On a passé quelques jours à Kunming, qui est une ville pour nous. Moi j'ai trouvé ça fantastique. Température fraîche, gros lac au centre de la ville, donc j'ai trouvé que l'air était très frais, bonne température, tout ça, bonne nourriture également, c'était très bon. Ensuite on est monté jusqu'à Dali pour pouvoir voir en fait un petit peu plus, je peux pas appeler ça la campagne nécessairement, mais les paysages là-bas sont fantastiques, les montagnes puis tout ça. On est allé en train, bon 17 heures de train jusque là-bas. Les expériences de train, il faut le dire, ils sont vraiment ils plongent à l'intérieur de la culture parce que la plupart du temps on est les seules personnes occidentales dans les trains, donc on voit les gens jouer aux cartes, à des jeux chinois, remplir les bouteilles de thé, les soupes à l'intérieur. Donc c'est vraiment une façon de s'immerger tout ça dans la culture. Puis Dali, c'était une ville un petit peu plus reculée, magnifique là, style un petit peu, on peut dire hippie, mais un peu plus paisible. Les gens, on voit qu'ils sont un peu plus calmes, surtout les touristes. Quand on en voit, ils ont soit les cheveux longs jusqu'aux fesses, sans faire de préjugés là. C'est une ville qui est très belle. On est revenu à Kunming, puis on a pris le train jusqu'à ici, jusqu'à Goyang, une autre expérience très très forte. Puis jusqu'à maintenant 3 jours à Goyang, qui est une ville différente. On sent qu'on est un peu plus loin de Kunming. On sent qu'on se rend un peu plus au cœur de la Chine, là, que ce soit par les paysages sur la route ou très intéressant d'être jusqu'ici maintenant. Puis là, il nous reste à faire quelques villes et quelques provinces encore. Je voudrais juste spécifier qu'on était dans le vieux Dali, donc c'est vraiment une partie différente que la ville, avec des grosses montagnes, l'air qui est frais, le lac, c'était vraiment quelque chose d'autre. On était vraiment plus dans la nature, on sentait. C'est ça, ici à Goyang, c'est un peu différent parce que surtout les dialectes, là, je pense qu'on le sent un peu plus qu'à Kunming. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, c'est on va monter jusqu'à Pékin, comme tu l'as dit, Cédric. Donc, on va passer par le Hunan. Ensuite Hubei jusqu'à Shandong et ensuite à Pékin. On n'a pas encore choisi les villes, on va regarder ça, on essaie d'y aller un peu spontanément avec ce que les gens nous conseillent aussi. On va voir combien de temps on passe dans chacune des villes et c'est ça, après ça Taïwan, on va entamer. Ouais, c'est ça. Je dirais les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à présent, je dirais que c'est peut-être plus ça peut être différentes choses, ça peut être les manières, c'est sûr, faut pas, je pense que nous qui avons déjà voyagé, on est chanceux d'avoir un peu cette tolérance à l'ambiguïté, de pas généraliser, de pas se faire une idée sur certaines choses qui peuvent arriver, que ce soit les regards, que ce soit le non-verbal des gens. Des fois on n'a aucune idée de qu'est-ce qui passe, il faut pas sauter à une conclusion tout de suite. Qu'est-ce qui a été très agréable, c'est les gens à qui on a eu la chance de parler, même juste pour demander des directions. Des fois, les gens allaient nous accompagner jusqu'à la porte de où on voulait se rendre. Les gens étaient très gentils jusqu'à date, ce qui a été vraiment positif. De 20 à 70 ans, les personnes. Oui, ouais, on a eu un couple de vieilles personnes, d'aînés super gentils qui nous ont aidés. Mais sinon, peut-être la difficulté, encore une fois, la langue, minimalement qu'on dise quelques mots, les gens vont parler super vite et nous dire tout plein de choses comme si on parlait à 100%, mais bon, on doit leur dire qu'on parle juste un petit peu, donc ça serait peut-être une des difficultés.
Je pense que ça fait bien déjà une bonne vision globale du truc, donc de l'apprentissage du chinois jusqu'à l'idée de se prendre comme ça un sac à dos. Techniquement, avant de clôturer cet épisode, comment est-ce que vous organisez? Parce que là, vous me dites, par exemple, on sait pas où on sera la semaine prochaine. On sera pas dans quelle ville on sera, on sait pas, dans quel train on va prendre exactement. On sait globalement l'axe sur lequel on se dirige, mais comment est-ce que vous vous organisez pour réserver une auberge, pour réserver un billet de train, pour prévoir un petit peu le voyage qui va arriver comme ça au jour le jour? Je crois que jusqu'à maintenant, la philosophie que moi, personnellement, j'ai développée en voyage depuis des années, surtout la philosophie probablement associée au sac à dos, est quand même assez assez détendue. C'est important, c'est sûr, de prendre ça un peu plus calmement, les itinéraires, tout ça. J'ai jamais été un fan de voyage organisé, planifié, que ce soit à la minute près. Donc, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Les auberges, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on réserve quelques jours à l'avance à l'aide d'applications quelconques sur Internet. On peut aller voir des commentaires sur une auberge, des choses comme ça. Il y a toujours des surprises, comme avant de venir ici, on avait réservé pour une chambre double, pour 2 personnes, en fait, modeste, très modeste, mais arrivé sur le terrain, ce qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas de Wi-Fi pour recevoir les messages. Donc, on arrive ici, dortoir seulement, puis ça fait partie des imprévus. Billet de train, généralement, on essaie de réserver 2 jours à l'avance, minimalement. C'est comme ça qu'on se prépare. Donc, on essaie de se fier aux recommandations des gens, de se sentir bien, parce qu'avant tout, partir en voyage, c'est pas se sentir mal, avoir des regrets de pas faire ci, pas faire ça. Donc, on se lève chaque matin, puis on voit comment on se sent, puis on décide en fonction de ça. Puis jusqu'à maintenant, je pense que ça nous a bien servi, cette philosophie. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais c'est vraiment selon vous, comment vous vous sentez à l'aise, si vous êtes quelqu'un de plus organisé qui a besoin d'une certaine sécurité, de savoir où vous allez, ça c'est à prévoir évidemment. Nous, comme Michael le disait, nous on y va un peu spontanément, mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir une petite longueur d'avance, donc avoir fait des réservations déjà à l'avance, avoir peut-être écrit en mandarin le billet de train que vous voulez si la personne vous comprend pas. Donc toujours avoir un plan B pour vous assurer d'avoir ce que vous voulez. Connexion internet aussi, c'est à prévoir. Il y a beaucoup de sites internet qui sont pas accessibles en Chine. Donc si vous voulez vous prendre un VPN ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est toujours l'idéal avant d'arriver en Chine aussi. Ce qui était pas notre cas, mais on s'est débrouillé. On en a un finalement. Mais par exemple en Thaïlande ou des endroits comme ça, vous allez voir où c'est plus touristique, c'est sûr que c'est plus facile d'arriver à une auberge où vous l'aimez pas, vous passez à une autre. Ici, c'est peut-être un peu moins facile, donc il y a pas des auberges à tous les coins. Donc, comme je disais là, juste prévoir l'organisation peut-être pour vous assurer si vous avez une alimentation différente aussi, évidemment, c'est à prévoir pour pas avoir des mauvaises surprises. Ok, super. Alors, pour clôturer cet épisode, est-ce que vous auriez dans ce cas un conseil à donner, vraiment le conseil, parce que là on a donné plein de conseils d'affilée, le conseil, vraiment le premier conseil, le must, pour des gens qui voudraient partir en Chine en voyage sac à dos, et un deuxième conseil, on va faire un double conseil aujourd'hui, deuxième conseil, le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut apprendre le chinois. Voilà, réfléchissez un petit peu, et puis dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Oui, bien sûr. Donc, le conseil pour venir sac à dos en Chine, c'est ça? Ouais. Évidemment, je vous dirais partir léger, convenablement. Moi, personnellement, pour l'Asie du Sud-Est, je partais toujours avec des vêtements que j'aimais moins. C'était plus l'Asie du Sud-Est. Ce que je constate, la Chine, on a un standard un peu plus élevé si vous êtes quelqu'un qui vous sentez bien habillé. Ce qui est difficile, voyager sac à dos, c'est quand on a un sac énorme, on attire les regards, c'est difficile. Donc, nous, je pense qu'on est quand même léger. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est ça, partir avec l'essentiel seulement, menez-en pas trop. Puis pour le chinois, je dirais lancez-vous, tout simplement, c'est important. Écoutez des films en chinois, intéressez-vous aux méthodes, aux techniques, prenez des cours dans votre ville si vous pouvez. Essayez de lire des sites en chinois, Internet, YouTube, Internet. Tout est accessible sur Internet aujourd'hui, donc mon conseil, ce serait simplement il n'y a pas de truc, c'est de se lancer, avoir une méthode, s'inscrire à un cours quelconque, puis à un moment donné, je pense que ça débloque un petit peu. Moi, je dirais pour le voyage sac à dos, le meilleur conseil, je dirais, c'est probablement idéalement la langue, avoir au moins une base qui va vous aider, des mots utiles ou des phrases utiles, voyager léger évidemment. Pour ce qui est du mandarin, pour pouvoir le pratiquer, moi je dirais vraiment essayer l'immersion
où vous vivez. Donc nous, par exemple, à Montréal, on a un petit quartier chinois. C'est pas nécessairement l'idéal d'aller pratiquer là-bas, mais si vous en avez un, je sais pas moi, comme à New York où c'est plus facile, ou que ça soit justement à travers des vidéos à la télévision, des vidéos YouTube. Si vous avez des amis qui veulent pratiquer avec vous, donc c'est vraiment cette pratique, je pense, qui va être le mieux pour la reconnaissance auditive aussi. Donc pas juste pouvoir le parler, mais pouvoir le comprendre aussi. Minimale, petite reconnaissance de caractère aussi. Là, je pense que c'est vraiment d'avoir cette petite base qui va vous sauver la vie. Merci beaucoup, Michael, Claudia. Et puis, je vous souhaite un excellent voyage jusqu'à Pékin, puis jusqu'à Taïwan. C'est gentil. Alors,